merci. Nous voilà donc dans la phase terminale de ce premier sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Alors, avant de commencer cette séquence conclusive, je voudrais repréciser trois choses sur l'imaginaire. On a parlé de civilisation, l'imaginaire, on est au cœur d'un sujet d'identité collective de l'humanité. Donc, il se trouve que je suis le monsieur mémoire patrimoine de l'aéronautique en France, et je pensais à une affiche dans les années 20 qui montrait les premiers avions de transport aérien, et un monsieur qui disait oh, moi l'avion j'y crois pas, ça marchera jamais, du plus lourd que l'air ça peut pas fonctionner, et ça renvoyait à 1830 en disant celui qui ne croit pas en l'aviation en 1920 est le même que celui qui ne croyait pas au chemin de fer en 1830 parce que ça allait étouffer les gens qui allaient entrer dans le train, allaient mourir d'étouffement, ça allait détruire la campagne. Et aujourd'hui, finalement, c'est les mêmes qui nous disent d'utiliser le train. Donc ça, c'est sur un imaginaire du long terme. Il a été dit que l'imaginaire de l'aéronautique, c'est juste la vitesse. Non, les performances ont été des moyens de mesurer la fiabilité de tout temps, que ce soit la vitesse, la distance, et ça de manière très claire. Il se trouve que j'ai été secrétaire général de l'Aéroclub de France, qui est la première institution aéronautique internationale qui a été créée en 1898, et dès les statuts, c'était une association pour la promotion de la locomotion aérienne. Donc, évidemment, la dimension sportive, parce que l'État n'a pas investi au début, c'est des gens qui y croyaient, des Louis Blériot, qui avaient des phares de voiture, et puis qui a conçu tout seul son avion qui a permis la première traversée de la Manche. Donc cet imaginaire qui a fait rêver la planète, c'est des gens qui avaient l'esprit d'initiative, l'esprit d'innovation, qui avaient la capacité de prendre le risque, c'est-à-dire voilà, il faut y aller pour faire avancer l'humanité, et qui ont permis qu'aujourd'hui il y a des satellites qui volent et qui permettent de mesurer la fonte de la banquise ou la déforestation en Amazonie. C'est-à-dire que le progrès, c'est quelque chose de complexe et de global. C'est pas un secteur. Il se trouve que j'ai connu beaucoup d'acteurs de cette épopée. Je me souviens d'un grand écrivain français qui s'appelait Jules Roy, qui était un pauvre petit gars, orphelin de père, qui est né dans la Mitidja, en Algérie. Et je lui avais demandé, donc, qui a écrit le chef-d'œuvre La Vallée heureuse, et puis beaucoup d'autres œuvres. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui a fait que tu décides de devenir aviateur, pilote? Et il disait, moi j'étais le petit gars vraiment, son beau-père c'était un instituteur, enfin c'était vraiment une petite ferme de pauvres gens. Et lui disait, je voyais passer les avions dans le ciel, et l'avion allait de l'autre côté de la montagne, et lui, l'aviateur, savait ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne. Et ça, c'est l'imaginaire que l'on porte, c'est l'imaginaire qu'un territoire comme Bordeaux et l'Aquitaine porte. C'est aller voir, rapprocher les hommes. Et alors, je pourrais être beaucoup plus long, mais je vais être court. Mais je vais donner un autre exemple, parce que on est sur un combat des valeurs. Les valeurs, c'est la liberté. La liberté, je voudrais rappeler deux choses. C'est que chaque invention peut avoir un côté négatif et un côté positif. Si on a été libéré du totalitarisme nazi, c'est qu'on a gagné la bataille du ciel. Sans ça, on n'aurait pas gagné. Si, dans une autre, on parle d'imaginaire, si on a su combattre le totalitarisme communiste, c'est le pont aérien de Berlin. C'est-à-dire qu'à un moment, l'aviation a montré qu'on était capable de répondre dans l'univers des libertés. Et ce combat pour la liberté, il y a un grand écrivain, compagnon de la libération,
qui était un aviateur célèbre qui s'appelle Malraux, qui a été avec Cornillon Molinier faire une expédition en Éthiopie pour retrouver le palais de la reine de Saba. Donc on est vraiment, si on n'est pas dans l'imaginaire millénaire, plurimillénaire. Et c'est le même couple qui a fait le film L'Espoir, qui est un chef-d'œuvre du combat contre le fascisme. Et ça, c'est quelque chose, c'est dans notre imaginaire, c'est quelque chose. Et dans ce film, L'Espoir, il y a une scène où il y a un paysan qui accède à la dignité de l'aviation et qui va reconnaître là où les fascistes essayent de faire l'offensive. Et il y a toute cette séquence où il ne retrouve pas la réalité, et tout d'un coup, il accède à une réalité supérieure. Il fait le lien entre ce qu'il voit du ciel et le champ qu'il laboure tous les jours. Donc ça, dans l'imaginaire, mais c'est pas notre sujet, mais je voulais le redire parce que l'imaginaire de l'aéronautique, c'est pas du tout un sport de riche, ça c'est une fake news. Alors, tout de suite, nous revenons sur l'innovation, mais j'ai parlé de l'innovation, et le territoire, et nous avons Guillaume Faury, et tout de suite, Guillaume Faury, qui finalement n'a pas pu être là, nous a enregistré un message. Donc nous allons l'écouter. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo. À l'heure où nous commençons à émerger de la crise du Covid, enfin, crise qui a lourdement impacté notre industrie, et alors que vous êtes tous réunis pour ce sommet aéronautique et spatial, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur nos défis. D'abord, l'aéronautique et le spatial, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont les fruits d'un lien très fort entre l'industrie et les territoires. La filière aéronautique et spatiale, c'est plus de 300 000 emplois en France, des savoir-faire et des compétences spécifiques alimentés par un important maillage d'écoles et de formations. Cette filière est aussi un moteur de l'économie. Airbus, par exemple, a plus de 6 000 fournisseurs et achète chaque année pour plus de 13 milliards d'euros de biens et de services en France. Cette présence génère des partenariats fructueux et porteurs de solutions pour l'avenir. Je pense bien entendu aux IRT et au pôle de compétitivité. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, le pôle Aerospace Valley a fait de la réduction de l'empreinte environnementale du transport aérien sa priorité, notamment avec le développement de carburants alternatifs non fossiles qui constituent une vraie opportunité de création de valeur sur le territoire. Le lien entre les acteurs de la filière aéronautique et les territoires est essentiel. Les pouvoirs publics et les territoires ont joué un rôle absolument prépondérant au cours des 18 derniers mois, en compensant par des mesures d'accompagnement la forte réduction d'activité et en aidant l'industrie à trouver les bonnes solutions. Et la collaboration entre la filière, notamment représentée par le GIFAS, et l'ensemble des collectivités a permis de stabiliser la situation des entreprises et en particulier de celles qui étaient les plus fragilisées par la crise. L'aéronautique et le spatial, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont les fruits de l'innovation. Et c'est par cette innovation que nous allons réussir à atteindre l'objectif de l'aviation décarbonée. La feuille de route de l'aviation européenne vise à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à atteindre zéro émission nette dès 2050. Nous sommes convaincus que la transition verte sera fondée sur l'innovation, sur l'investissement et sur le progrès, et non pas sur la réduction de l'activité humaine. Nous avons d'ores et déjà commencé à faire une partie du chemin, avec, par exemple, nos appareils de nouvelle génération, qui réduisent de 20 à 25% les émissions par rapport à la génération précédente. Également l'optimisation de la gestion du trafic aérien et des opérations, avec jusqu'à 10% d'émissions de CO2 en moins. Mais aussi, et principalement, l'utilisation de carburants aéronautiques durables. La compensation, le cas échéant, du résiduel d'émissions par des projets de captation de carbone. Nous visons, enfin, la mise en service à l'horizon 2035 d'un avion de ligne propulsé à l'hydrogène. Il s'agit du concept 0i que nous avons dévoilé chez Airbus l'an dernier. Mais le succès de l'aviation décarbonée repose sur l'ensemble des écosystèmes. Nous aurons besoin d'un support pérenne des États à nos côtés. En particulier, le rôle du CORAC est absolument primordial dans notre capacité à innover et dans le financement de ces innovations. C'est aussi toute une chaîne de distribution des carburants durables, les SAF, et d'hydrogène dont nous aurons besoin.
Leur déploiement ne pourra pas se faire sans une politique publique ambitieuse. La France et les territoires doivent donc se positionner sur les énergies renouvelables et créer les conditions favorables pour la production et l'utilisation de ces énergies renouvelables. Le déploiement des infrastructures, des réglementations adaptées sont aussi essentielles. Je tiens également à saluer la volonté du gouvernement français, annoncée dans le cadre du plan d'investissement France 2030 par le président Emmanuel Macron, intention de continuer à soutenir la décarbonisation du secteur aérospatial afin de lui permettre d'atteindre les objectifs des accords de Paris. Le défi climatique est à la fois immense et urgent, mais comme ceux qui nous ont précédés, nous croyons que l'innovation est la clé. Les sauts technologiques nécessaires seront le fruit d'une démarche collective et solidaire ancrée dans nos territoires. Merci Guillaume Faury, président du GIFAS et également président d'Airbus. Alors tout de suite, je me tourne vers Alain Rousset. Il y a des mots qui ont été prononcés, innovation, progrès, territoire, finalement responsabilité, solidarité. Comment ça s'articule dans ce territoire qui est un des premiers en France et en Europe, entre le privé et le public? Ça s'articule bien, comme chacun le sait. D'abord parce que, ce qu'on a essayé de faire depuis quelque temps maintenant, c'est d'avoir une bonne connaissance et du tissu industriel et du tissu technologique et scientifique. Ce que nous apprend cette démarche, c'est la nécessité pour le monde industriel de mieux s'adosser à tous les laboratoires qui existent. Et donc, on a créé sur les matériaux, sur le numérique, sur le laser, des ponts qu'on appelle des plateformes technologiques, des espèces d'alambics d'innovation. Vous rentrez une idée d'un côté, vous sortez l'entreprise de l'autre. Et ces plateformes sont en plus accessibles aux PME. Pendant très longtemps, on a vu les grands groupes maîtriser par la recherche, par les sauts technologiques, par l'implémentation de cette recherche. Mais le secteur aéronautique, Guillaume Faury le disait, c'est aussi un nombre considérable, des milliers, singulièrement dans cette région, de sous-traitants. Et donc, il est impératif, et cette crise va accélérer le phénomène, que nous travaillons avec les sous-traitants pour les faire monter en compétences, en formation, en taille aussi. Donc, de créer un réseau d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, capable d'intégrer une diversification, capable d'intégrer de la R&D, capable de challenger les donneurs d'ordre et surtout leurs services achats, dont je ne dirai assez tout le bien que je pense des services achats des grands groupes. Merci Yannick de sourire. Je me tourne pour voir si tout le monde a souri. C'est une expérience quotidienne que j'ai. Voilà. Et donc, il y a tout cet effort. Je tiens beaucoup ici, on l'a expérimenté, pas simplement avec le groupe Safran, mais notamment avec le groupe Safran, sur les projets dits collaboratifs. Comment, sur la base d'une innovation, on peut associer des PME que le groupe choisit. Et comme on a la capacité, que ce soit par les fonds européens ou les fonds de la région, d'accompagner plutôt les PME que les grands groupes ou les ETI, cela permet aussi d'accélérer. Ça a été le passage, par exemple, dans les parties chaudes des moteurs, des aubes, pour les passer du métal au composite. Donc il y a beaucoup de projets de ce type, des projets collaboratifs aussi, entre des secteurs qui ne se parlaient pas forcément. Je pense à la première expérience qui a eu lieu, qui est fomentée depuis 2 ou 3 ans, avec Turboméca, Safran Helicopter Engines, et Polaris, pour mettre à disposition les biocarburants permettant de casser la chaîne de NOx, de CO2, etc., et de pouvoir accélérer
le mouvement vers l'avion vert, l'avion propre, en dehors des recherches qui sont faites dans chacun des groupes. Guillaume Faury l'a évoqué, tous les autres groupes. C'est ce que fait Thales sur tout le numérique, sur la trajectoire des avions pour permettre de diminuer la consommation de carburant. C'est ce qui se fait chez Dassault aussi, avec Dassault Data System aussi. Donc il y a un travail de fond qui est fait avec cette ligne de dire 2035, 2030. Je pense pour ma part qu'il faudra accélérer ce mouvement. L'accélérer avec des aides publiques. Je regrette d'ailleurs que sur le plan du CIR, du crédit impôt recherche, on ne le cible pas plus sur des projets, plus que sur du stock. Aujourd'hui, le CIR est basé sur du stock et pas sur les projets. C'est pas le modèle allemand. Le modèle allemand est plus basé, comme le modèle régional, sur l'accompagnement des entreprises qui bougent, qui investissent, qui recrutent, qui forment, etc., etc. Donc on a tout ce travail à faire. On a aussi un travail, je l'évoquais tout à l'heure, pour délier nos sous-traitants et donc des compétences extrêmement fines sur le territoire d'un monoclient ou d'un seul secteur. On a par exemple une entreprise du Pays Basque dans l'aéronautique, une très belle ETI d'ailleurs, qui s'appelle l'AWAC, qui va industrialiser aujourd'hui un système complètement nouveau, qu'il a fallu quand même 10 ans à mettre au point, qui règle le problème des insuffisances cardiaques. Ça n'a rien à voir avec l'aéronautique, sauf que ce sont des microturbines que les entreprises sous-traitantes de l'aéronautique peuvent industrialiser. Et l'instrumentation médicale, la rénovation de l'instrumentation médicale, la réacquisition de l'instrumentation médicale est quelque chose d'essentiel pour notre souveraineté. Je crois que cette crise nous a appris aussi que notre dépendance, notamment dans le domaine de l'électronique à l'égard de la Chine, est un drame absolu. Pour des raisons qui tiennent au coût, certes, d'acheminement. Regardez les problèmes du port de Los Angeles dans tous les articles qui sortent aujourd'hui, mais aussi pour des raisons de réacquisition de sous-traitance. Donc, trajectoire de co-construction des politiques de l'innovation. Et bien entendu, effort de la part des pouvoirs publics et des entreprises pour garder cette compétence. Enfin, je ne peux pas ne pas dire que l'accès à l'espace, on en parlait avec Alain Ziani la semaine dernière sur l'invention du Space Hub, Way for Space maintenant, ce think tank, Yannick aussi était avec nous, est essentiel. Imaginons un monde où seuls 2 ou 3 grands pays, les États-Unis, la Chine, la Russie, aient cet accès à l'espace ou à l'aéronautique. Enfin, je veux dire que l'Europe n'ait pas cet accès-là. Alors bien entendu, il faut continuer à travailler à une construction européenne de cette industrie. Et donc on a bien ces 2 objectifs, des sauts technologiques importants qui sont à notre disposition. Alors il y a le problème de l'hydrogène, mais Guillaume Faury évoquait ce que faisaient les collectivités territoriales sur l'hydrogène, que ce soit sur le port de Bordeaux, que ce soit nous au niveau de la région ou l'agence d'innovation. Nous sommes en train de travailler sur des productions d'hydrogène vert, de telle sorte qu'il n'y ait pas une forme d'impasse. Un discours et une volonté politique, on va passer à l'hydrogène, on va passer à des avions verts, et qu'en même temps, on n'ait pas les ressources énergétiques derrière. Merci Alain Rousset, donc président de la région Nouvelle-Aquitaine. Je me tourne vers Yannick Assouad, qui est la directrice générale avionique Thales. Et je vais rebondir sur des mots clés que vient de prononcer Alain. Souveraineté, PME, ETI, donc partenariat privé et public, formation, territoire.
Bon, alors forcément, on ne peut être que d'accord avec ces mots-là, mais je vais essayer de faire le lien entre ce qu'a dit Guillaume Faury et puis ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Bon, d'abord, je crois que dans l'aéronautique, on est tous convaincus qu'on arrivera à décarboner ce secteur et que ça passe par l'innovation. C'est ce qu'a dit Guillaume. Et ça ne doit pas être simplement un combat de 2035 ou de 2040. Il faut que ça commence maintenant. Donc Guillaume a tracé la voie des solutions. D'abord, rénover le parc aéronautique qui, dans certains endroits du monde, est vieillissant. Ensuite, les opérations aériennes. Aujourd'hui, quand on regarde une carte IFR de la France, on est effrayé. La carte IFR française, donc IFR, Instrument Flight Rated Vol aux instruments. Vol aux instruments. C'est une carte qui relie des balises électromagnétiques qui ont été installées au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus un pilote qui pilote avec ces balises. On pilote tous avec le GPS ou Galileo, et on peut très bien faire une ligne droite entre un point A et un point B. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas parce que l'ensemble du secteur est organisé autrement, avec des routes préautorisées par le contrôle aérien qui ne se servent que ces routes-là. Donc il y a une révolution à faire dans le contrôle qui n'est pas de l'imaginaire d'après-demain. C'est des choses qui sont absolument possibles aujourd'hui. Et avec l'innovation, en particulier sur l'intelligence artificielle et le mapping de l'ensemble des vols dans une zone donnée, on pourrait largement optimiser. Alors, les données publiées disent 10 à 15%. Chez Thales, on croit vraiment que c'est au moins 10%. Et ça, c'est tout de suite. Bon, l'autre priorité, c'est bien sûr le fuel. Faire du fuel décarboné, c'est possible dès aujourd'hui. Il faut savoir que les constructeurs autorisent aujourd'hui dans les moteurs 50% de SAF. La consommation aujourd'hui mondiale, c'est moins de 2%. Donc c'est clairement, il y a énormément à faire. Et là, dans les régions, il faut se saisir de ce problème et financer des projets qui ne viendront pas forcément des grands pétroliers. Et si on fait la corrélation avec ce qui se passe aux États-Unis, on voit que c'est essentiellement des start-up qui sont financées en fonds propres ou en carnet de commandes par les compagnies aériennes. Je pense qu'on ne se saisit pas assez de ce problème-là en Europe et qu'on fait trop confiance au monde ancien et pas assez au monde des start-up. Enfin, il y a une chose qu'a pas dite Guillaume, c'est quand même toute la petite aviation. Et je crois que pour les territoires, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'aviation électrique, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vous avez l'Exir là qui est dans le hall, c'est bien aujourd'hui. Alors ça permet pas encore de faire des vols très longs, mais cette petite aviation, dans l'histoire de l'aéronautique, elle a toujours nourri le progrès de l'aéronautique. Et c'est bien sûr dans les régions que ça se passe, tout ça. Donc on a besoin d'un écosystème, Monsieur le Président, qui favorise la collaboration entre, vous avez raison, les labos, les universités et les entreprises. Je dirais que les projets quand même dans l'aéronautique sont massivement portés par les grandes entreprises qui doivent entraîner tout l'écosystème. Bon, pour Thales, c'est plutôt l'écosystème informatique, intelligence artificielle pour mettre en œuvre les réseaux de trafic aérien, par exemple, dont j'ai parlé. Bon, j'ai quelques exemples en région dans la région Aquitaine de PME qu'on accompagne pour nous aider sur ces grands systèmes et c'est vraiment indispensable. L'autre chose qui est indispensable, c'est de former les gens. On attend des pouvoirs publics et en particulier des régions de former les gens. Je pense que vraiment c'est notre combat du XXIe siècle, d'avoir de belles personnes formées à nos techniques, à nos technologies et qui sont versatiles, qui peuvent bouger, qui ne sont pas enfermés dans un domaine puisque l'aéronautique est en train d'être disruptée. On a besoin de compétences nouvelles pour faire fonctionner nos avions de demain. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir ces écoles dans les régions. Et là, je parle des ingénieurs, mais c'est vrai aussi pour les techniciens qui nous aident dans les labos. C'est vrai de beaucoup de personnel dont on a besoin dans l'aéronautique. Donc, je crois que c'est clé, ce maillage
territoriale, comme l'a très bien dit Guillaume, entre les grandes entreprises, les PME, les universités et les labos de recherche. C'est ça qui fera l'aéronautique de demain, mais ça commence aujourd'hui. Alain Rousset, donc cette réponse d'un grand groupe, effectivement, une des clés est sans doute la formation, c'est-à-dire les nouvelles générations qui vont inventer l'avenir. C'est d'ailleurs ce que nous faisons chez Thales. Je ne sais plus si c'est à Châtellerault ou à Poitiers, il y a tellement de sites. C'est à Châtellerault, Monsieur le Président. Où l'action de la région porte notamment sur les aspects de formation. Oui. Je partage ce qu'a dit Yannick sur les startups. Il faut qu'on arrive, et c'est tout mon combat qui est partagé par un certain nombre de personnes que je vois ici, de faire croître ces startups. De faire en sorte qu'on ait une réponse que l'on n'a pas totalement aujourd'hui sur les fonds propres de ces startups, qu'on en fasse des licornes. Hein. Alors, moi j'essaye de construire une banque régionale d'investissement, c'est pas toujours facile dans un modèle centralisé. Petit à petit, on gagne du chemin, on travaille en coopération avec l'IRDI, mon cher Nicolas, je ne l'ai pas oublié, qui a été créé par Alain Savary en 1980, hein, et qui est important. Le problème des fonds propres est fondamental pour structurer et la start-up qui est dans un spot remarquable, ou bien pour restructurer la chaîne de sous-traitance. Ce matin, on était, avec quelques-uns d'entre vous, à un grand colloque qui s'appelle Electric Road au Lac, et on a eu la chance d'avoir une entreprise qui a soutenu très fortement la région, qui est Voltaero, qui est un avion électrique et hybride, et qui a fait 2 survols. C'est vrai? Oui, il y a une maquette. Ah, t'es là? Oui, d'accord. Il est partout. Jean Botti, je vous présente Jean Botti, ancien directeur innovation d'Airbus. Et c'est vrai que on a fait passer l'avion en thermique, on a fait passer l'avion en électrique. Alors il y a toujours un peu de bruit parce que les systèmes, c'est des hélices, mais on peut arriver très rapidement à un avion moyen courrier de 12 à 16 places qui réglerait beaucoup de problèmes sur tout ce qui est horizontal en France, de Bordeaux à Lyon, pour voir tout cela sur des vols. Mais d'ailleurs, cet avion a 60 enfin Jean Botti pourrait le dire mieux que moi, 60 ou 80 commandes. Il devrait être autorisé l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc on est sur de vraies transformations. Turboméca, enfin, je n'arrive pas à changer le mot turboméca, mon cher Émeric. Turboméca a fait voler le 6 septembre ou le 8 septembre un hélicoptère à hydrogène. Donc on est vraiment, on voit qu'il y a la bascule autour d'innovations de rupture qui sont essentielles. C'est ce que souhaite la société. D'une certaine manière, à plus ou moins long terme, la société a toujours raison. Qu'elle le demande par des changements politiques, qu'elle le demande par des manifestations ou qu'elle le demande par les pieds, c'est toujours cela. Il y a un autre problème aussi, parce qu'il faut descendre dans toute la chaîne de valeur. On a une grosse difficulté aujourd'hui, c'est la déconstruction des avions, le démantèlement. Il est impératif que l'avion du futur soit éco-conçu. D'abord parce que ça nous permettra de réutiliser un certain nombre de métaux rares ou de terres rares, on le voit dans l'électronique. Aujourd'hui, avec les difficultés que l'on a sur les microprocesseurs ou certaines terres rares qui ne viennent que de Chine. Donc il faut qu'on s'engage résolument là-dedans. L'idée n'est pas, comme ça se passe aujourd'hui, de laisser les avions sur les tarmacs des plaines ou des plateaux espagnols. Il faut qu'on sache les déconstruire. D'où l'idée de Tarmac, qui est le projet autour de Mérignac, pour participer à cette reconstruction, déconstruction, démantèlement, valorisation, réhabilitation.
Merci Alain Rousset, merci Yannick Assouad. Nous arrivons à la clôture, donc je vais appeler le président Alain Andiani, et donc en guise de mots-clés, innovation, solidarité égale progrès.